Batman The Animated Series, paru de 1992 à 1995, rencontra un franc succès auprès des téléspectateurs, et lança ainsi le Detective Comics Animated Universe, un univers de séries animées, chacune ayant pour protagoniste un super-héros, dont certains épisodes proposent des rencontres entre ces différents protagonistes. Cet univers, toujours avec Paul Dini et Bruce Timm à sa tête, proposera ainsi en 1996 Superman The Animated Series, ainsi que Batman The New Adventures en 1997. Cette dernière, bouclant les aventures de Bruce Wayne et son équipe, doit alors arriver à son terme en 1999. Cependant, Jamie Kellner, chef de la programmation à la Warner, commanda donc une troisième suite aux aventures de Batman. Une suite qui cette fois ne toucherait pas forcément petits et grands, mais qui serait plutôt ciblée sur un public teenager. Paul Dini et Bruce Timm avaient déjà l'idée d'une suite, se déroulant bien des années plus tard, allant jusqu'à reléguer le légendaire Bruce Wayne en tant que personnage secondaire, et faisant ainsi disparaître bon nombre de personnages emblématiques. Un pari extrêmement risqué, mais qui présenterait Batman sous une toute nouvelle facette, alors que toute la population de Gotham pensait celui-ci mort depuis longtemps. C'est en émettant ses premières idées que les deux acolytes commencèrent à travailler sur ce qu'allait devenir Batman Beyond. En 1992, pour Batman The Animated Series, Bruce Timm et Paul Dini, les têtes pensantes de ce projet, ont fusé leurs idées au travers du film Batman de Tim Burton, de vieux dessins animés de la Warner pour le côté cartoonesque, mais aussi de comics pour le côté plus sombre et film noir. À présent, en 1998, il fallait que les deux hommes proposent quelque chose d'inédit. Cette version de Batman se déroulant plusieurs décennies après que Bruce Wayne, le Batman originel, ait raccroché le costume, laissant une ville sans la moindre défense face à une criminalité toujours plus grandissante, il fallait donc proposer une ville de Gotham toujours aussi sombre, mais ayant aussi amplement évolué. Une ville dorénavant en proie aux nouvelles technologies et aux tentatives de corruption en tout genre. Tentatives qui ne seront plus orchestrées par la mafia disparue depuis longtemps, mais directement par les hauts placés, les milliardaires qui gouvernent la ville. Bruce Wayne, retiré des affaires depuis longtemps, ne pouvant plus intervenir dans celle-ci. De par cette idée, Bruce Timm et Paul Dini en vinrent à la décision suivante. Proposer une ambiance prenant totalement à contre-pied la série de 1992, en présentant plus d'action, moins d'humour, tout en conservant le côté sombre d'autrefois, mais présenté d'une autre manière. Glenn Murakami, dessinateur et animateur autour de ce projet, s'inspira ainsi d'œuvres telles que Blade Runner pour concevoir la Gotham du futur. Pour répondre à la demande de Jamie Kellner, Bruce Timm et Paul Dini eurent alors l'idée de faire de leur nouveau Batman un lycéen, afin de toucher un public plus adolescent, qui pourrait alors s'identifier aux protagonistes, à la manière de séries comme Buffy contre les vampires, connaissant un véritable succès à la même époque auprès des jeunes. Les dessins et les traits des personnages seront également bien plus affinés et plus arrondis, une méthode qui avait déjà été utilisée pour Batman et Robin The New Adventure en 1997, elle-même directement empruntée à Superman The Animated Series sorti en 1996. Mais pour ce nouveau projet, la technique est encore plus approfondie. La silhouette très carrée des personnages des précédentes séries n'est plus à l'ordre du jour, de même que pour la palette de couleurs. Étant donné que ce projet sera une création originale, l'équipe avait donc la lourde tâche de créer un tout nouveau costume pour Batman. L'intrigue se déroulant dans le futur, il fallait donc un costume étant à la pointe de la technologie. S'adaptant à la taille de quiconque le portera, couvert de capteurs indiquant la santé de son utilisateur, et étant relié au gigantesque ordinateur de la Batcave. Un costume entièrement électronique donc, capable de produire des gadgets, de s'accrocher à des parois à l'aide de griffes rétractables sur les gants, mais aussi de voler, grâce à des propulseurs incorporés dans les bottes. Et pour terminer, un masque couvrant intégralement le visage du porteur, lui proposant différents types de vision, infrarouge, thermique, vision nocturne, jumelle, une radicale évolution que nous avions jusqu'alors connue lors des précédentes séries. Il ne restait plus qu'à l'équipe de mettre au point un scénario, un fil rouge permettant de suivre et de s'attacher à Terry McGinnis, le jeune homme qui prendra la relève de Bruce Wayne dans ce nouveau projet qui verra donc le jour en 1999, Batman Beyond. Tout commence 20 ans après la fin de la série Batman et Robin The New Adventures. Une nuit, dans un entrepôt désaffecté où un gang séquestre la fille d'un haut placé dans l'attente d'une rançon. Au même moment, Batman parvient à s'infiltrer sans problème sur les lieux, à l'aide d'un tout nouveau costume lui permettant de voler. Malheureusement, alors qu'il allait libérer la jeune fille après avoir terrassé tous les malfaiteurs, Batman est pris d'une violente douleur cardiaque. Profitant de ce moment, l'un des bandits cogne à Batman à l'aide d'une clé à molette.
Acculé et sur le point d'être exécuté, Batman fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant dans sa carrière. Il pointa un pistolet sur le criminel. Pris de peur, le bandit s'enfuit mais se fit arrêter par la police aussitôt sorti. En parallèle, à l'abri des regards, Batman sortit de l'entrepôt, essoufflé, retirant son masque, laissant alors apparaître un Bruce Wayne vieillissant. C'est par cette nuit tragique que Bruce décida de raccrocher le costume de manière définitive. 20 ans passèrent, 20 années où Batman n'a plus refait surface, laissant ainsi la criminalité fleurir à grande échelle dans Gotham City. De plus, Bruce Wayne n'a plus refait surface non plus. Ce dernier vit à présent reclus dans son manoir, depuis que son entreprise a dû s'associer à Derek Powers, un homme d'affaires semblant cacher bien des choses. En parallèle, on découvre Terry McGinnis, un lycéen de 16 ans vivant avec sa mère et son petit frère depuis la séparation de ses parents, aimant sortir en boîte avec ses amis, notamment avec Danathan, sa petite amie. En bref, Terry est un ado normal menant une vie banale, mêlant bons moments et inconvénients. Malgré sa relation familiale conflictuelle avec ses parents, du fait qu'il ne soit pas forcément bon élève, Terry reste un garçon au grand cœur, toujours prêt à protéger une personne en situation de faiblesse malgré son âge. Il n'hésite pas à se battre pour défendre une cause qui lui semble juste. Tout se passe pour le mieux dans la vie de Terry jusqu'au jour où, après s'être battu contre le gang des Jokers, un gang de Gotham reprenant la gimmick du légendaire clown prince du crime, disparu il y a bien longtemps, il se retrouvera poursuivi par ces derniers, jusque dans les hauteurs de Gotham devant un immense manoir, le manoir Wayne. Alors que Terry allait passer un sale quart d'heure, un vieil homme, qui n'était autre que Bruce Wayne, se débarrassa des membres du gang et les fit fuir sans difficulté. Suite à cela, il fut pris d'une douleur au cœur. Terry l'accompagna donc dans son manoir afin de lui donner son médicament. En quittant le manoir, Terry ouvrit malencontreusement un passage secret le menant tout droit à la Batcave, lui faisant ainsi découvrir que Bruce Wayne n'était autre que le légendaire Batman. Bruce le découvrit et, fou de rage, le vira de son manoir. Plus tard, Terry, voulant rendre visite à son père, découvrit que celui-ci avait été assassiné par le gang des Jokers, probablement en représailles de sa rixe précédente avec eux. En deuil, épris de vengeance et en fouillant dans les affaires de son père pour trouver un indice sur la raison de son assassinat, Terry tombe sur un CD-ROM contenant des données ainsi qu'un message de son défunt père. Si jamais je venais à mourir dans des circonstances mystérieuses, veuillez présenter ce CD à Bruce Wayne. Terry repartit donc au Manoir Wayne, suppliant Bruce de décrypter le CD soupçonnant que le meurtre de son père soit lié à quelque chose de bien plus gros que de simples représailles de la part d'un gang. Bruce découvrit sur le CD que Derek Powers, l'homme qui possédait à présent Wayne Enterprise, se servait de son entreprise afin de développer une substance dévorant peu à peu le corps d'une personne atteinte par celle-ci. Terry demanda donc à Bruce d'intervenir, mais ce dernier refusa. Il y a des années qu'il n'était plus Batman. Il conseille donc à Terry d'apporter le CD de sa part à Barbara Gordon, commissaire de Gotham. Dépité, Terry part en direction du commissariat, mais en route, il est arrêté par Derek Powers, qui connaissait très bien son père. Derek demande à Terry de lui remettre le fameux CD compromettant. Mais ce dernier parvient à s'enfuir, mais égara le CD, qui fut récupéré par son assaillant et ses hommes de main. N'ayant plus le CD et surtout plus le choix, Terry retourna discrètement au manoir Wayne, et déroba le costume de Batman, comprenant que la mort de son père n'était pas anodine, que les Jokers n'étaient que les exécutants, et que Derek Powers en était le réel commanditaire. Découvrant tant bien que mal les fonctionnalités à la pointe de la technologie de son costume, Terry parvint à s'infiltrer aisément grâce à lui. Cependant, au même moment, il entendit la voix de Bruce Wayne dans son masque lui dire que le costume était directement connecté au PC de la Batcave, et que s'il ne rendait pas immédiatement celui-ci, il pouvait le neutraliser à distance. Ce qu'il finit par faire, faisant que Terry se fit repérer. Alors que ce dernier allait être achevé par ses opposants, Bruce finit par céder et désactiver la sécurité du costume. Terry put ainsi s'extirper de ce mauvais pas et s'enfuir. Désormais guidé par Bruce, qui voit tout via l'ordinateur de la Batcave, il parvint à trouver des indices incriminant Powers et ses hommes de main, et à arrêter ces derniers. Quelques jours plus tard, Terry reçut chez sa mère la visite de Bruce, qui lui proposa de travailler chez lui. Officiellement en tant qu'homme à tout faire, officieusement en tant que Batman. Terry accepta. Désormais, Gotham aurait un héros pour veiller sur elle de nouveau. Une métaphore plutôt belle pour cette suite originale à la série de 1992. Car même si c'est Terry, qui tout au long de la série portera le costume, Bruce, lui, agira de nouveau pour le bien, en assistant celui-ci à partir de la Batcave. Le nouveau Batman est en réalité l'alliance de deux héros, n'en faisant qu'un seul. Pour la série animée de 1992, l'intégralité des musiques était orchestrale, voire même symphonique.
composé d'une main de maître par Danny Elfman et Shirley Walker, qui ont créé une bande originale proche de celle du film de Tim Burton de 1989. Toutefois, pour cette série originale qui est Batman Beyond, la musique orchestrale n'avait pas réellement sa place dans un univers se déroulant dans un futur lointain. Ainsi, pour Bruce Timm et Paul Dini, il y avait un gros doute sur le fait que ces deux compositeurs réussissent à s'éloigner de ce qu'ils font de base. Pourtant, Shirley Walker insista pour produire, à l'aide de son équipe, une démo composée principalement de rock et d'électro. Ainsi, Christopher Carter, Lolita Ritmenis et Michael McCuistion, supervisés de Shirley Walker, composèrent une bande originale avec un ton bien plus rythmé et endiablé que celle de la série de 1992. Une BO totalement différente de ce qui avait été créé par la même équipe dans les séries du DCAU, mais qui collait parfaitement à ce nouvel univers original, futuriste et corrompu, qu'est celui de Batman Beyond. Bruce Timm prendra également la décision d'inclure l'une des pistes de cette bande originale comme opening de la série. Une musique mêlant rock et électro, mêlant riff de guitare entêtant et ambiance de nightclub, rendant cet opening hypnotisant, aussi bien par sa sonorité que par ses images. Le générique débute par une route, menant à grande vitesse dans la gigantesque ville de Gotham, lieu où l'apathie, l'avidité et la corruption règnent en maître depuis 20 longues années. 3 mots qui permettent à quiconque ayant de mauvaises intentions de prendre le pouvoir sur la ville. Pour mettre fin à ce chaos ambiant, un seul espoir existe, Batman, légendaire héros disparu depuis 20 ans, étant de retour afin que Gotham puisse retrouver enfin la paix. Dans la même continuité que la série, cet opening prend totalement à contre-pied celui de 1992. Ce dernier débute par une ambiance totalement calme et silencieuse, jusqu'à ce que les criminels sortent du champ et que l'explosion de la banque ne retentisse. Dans le cas de ce nouvel opening, Bruce Timm et Paul Dini ont tenu à faire comprendre directement que 20 ans sans Batman pour défendre Gotham ont répandu un chaos sans précédent. Entre musique saturée et images subliminales, en plus de mots-clés décrivant le quotidien qu'entreviennent ou subit chaque habitant, où avidité, pouvoir et corruption ont réduit la ville à un gigantesque quartier général des criminels et divers gangs. Un générique montrant au départ significativement l'ambiance régnant de manière générale sur la ville, avec ses gangs, ses nightclubs et ses symboliques, et qui, à partir de l'apparition de Batman, mais aussi de Bruce Wayne, fait comprendre qu'une nouvelle bataille du bien contre le mal est sur le point de débuter, 20 ans après la conclusion de la précédente. Tout comme depuis 1992, Kevin Conroy reprendra le rôle de Bruce Wayne, ajoutant pour cette suite plus de coffre dans sa voix, travaillant également sur sa respiration afin de donner à Bruce Wayne la voix du vieil homme qu'il est devenu. C'est Will Friedle qui sera choisi après une longue audition pour interpréter Terry, le nouveau protagoniste principal de la série, un rôle qui lui a été attribué grâce à la femme de Bruce Timm, lui ayant alors parlé de lui après l'avoir vu dans la série Incorrigible Cory. Le rôle de Terry a d'ailleurs été le tout premier rôle en matière de doublage pour Will Friedle, qui a suite à cela eu la chance de bénéficier des conseils de Kevin Conroy pour cette première interprétation. Andrea Romano, alors directrice du casting de la série à l'époque, n'hésitera pas également à recruter de grands noms pour interpréter divers autres personnages de la série. Ainsi, George Lazenby, célèbre interprète de James Bond dans l'opus Au service de Sa Majesté, prêtera sa voix au roi du gang du Royal Flush. Linda Hamilton, alors très connue pour son rôle de Sarah Connor dans la saga Terminator au cinéma, interprétera le rôle de Stephanie Lake, une scientifique au service de Derek Powers. Elle qui avait déjà interprété un rôle dans Batman et Robin The New Adventure en 1997, n'en était donc pas à son coup d'essai quant à l'interprétation d'un personnage du DCAU. Ice-T, célèbre rappeur américain mais aussi frontman du groupe de rapcore Body Count, prêtera sa voix au super-vilain Ramrod. Lui qui, un an après, se fera connaître davantage sur le petit écran pour son rôle d'Ophadine dans la série New York Unité Spéciale, rôle qu'il campe avec succès depuis désormais 22 ans. Sherman Howard, un habitué du doublage pour de nombreuses séries animées, notamment dans l'adaptation de Jumanji et Superman The Animated Series, prêtera sa voix à Derek Powers. Pour le rôle de la commissaire Barbara Gordon, ce sont deux comédiennes qui se succéderont pour prêter leur voix. Tout d'abord, Stockard Channing, connue à l'époque pour sa célèbre interprétation de Betty Rizzo dans Grease en 1978. Puis ce sera au tour d'Angie Harmon de prendre le rôle de l'ancienne Batgirl à compter de la saison 3 de Batman Beyond. Et enfin, Bruce Timm en personne prêtera sa voix au chef du gang des Jokers. Dans le cas des voix françaises, Richard Darbois ne reprendra pas son rôle de Bruce Wayne, désormais culte. C'est en effet Patrick Mess qui prendra sa succession pour doubler à la perfection un Bruce Wayne devenu octogénaire.
un comédien connu pour ses doublages de Jack Nicholson dans Mars Attack et plus récemment de Robbie Coltrane, interprète d'Hagrid dans la saga Harry Potter. Didier Scherby doublera quant à lui Terry McGinnis, Anne Rochant doublera Barbara Gordon, Jean-Jacques Nervest, ayant déjà doublé de nombreux personnages dans la série de 1992 puis celle de 1997, obtiendra le rôle de Derek Powers. Contrairement à la version originale, cette version française s'est en effet concentrée à davantage choisir de comédiens de doublage ayant déjà une certaine renommée dans ce métier. Là où du côté américain, Andrea Morano avait sélectionné beaucoup de comédiens et autres acteurs, dont le doublage n'était pas la principale fonction. Une tâche assez risquée en soi, mais qui a finalement obtenu un résultat tout à fait positif à l'arrivée. Tout comme les séries de 1992 et 1997, cette suite totalement originale aborde diverses thématiques relativement sombres, mais en modernisant la recette d'autrefois, en évoluant avec l'époque dans laquelle se déroule l'intrigue. Plus question de gangsters ou de mafieux à l'ancienne, ici les antagonistes sont principalement de riches individus, avides de toujours plus de pouvoir, ou bien de personnes ayant été absorbées par la tentaculaire Gotham, essayant tant bien que mal de devenir quelqu'un en entreprenant de noirs desseins. 40 années s'étant écoulées entre la fin de Batman et Robin The New Adventures et les débuts de Terry McGinnis en tant que Batman, beaucoup de protagonistes et d'antagonistes ont ainsi disparu, ou bien raccroché le costume, tout comme Bruce Wayne. Alfred, fidèle majordome et bras droit de Bruce, est aujourd'hui décédé, Selina Kyle alias Catwoman s'est rangée depuis des années, des antagonistes d'autrefois tels que Poison Ivy ou l'Épouvantail ont disparu, le Joker est décédé et Harley Quinn est présumée décédée. Bien que leur légende ait perpétué la création du gang des Jokers, mais aussi un renouveau du gang du Flush Royal. Toutefois, certains anciens criminels parviendront à refaire surface pour se mettre au travers de la route de Batman. C'est notamment le cas de Mr. Freeze, ne pouvant pas vieillir à cause de la malédiction qu'il s'est lui-même infligée dans le but de sauver Nora, sa femme, plus de 40 ans auparavant. Enfin, certains anciens antagonistes subissent aujourd'hui les conséquences de leur vie de crime, comme Bane, rendu totalement amorphe à cause de ses excès de substances chimiques dans le passé. Triste fin pour le seul homme qui fut autrefois capable de briser la chauve-souris. Ainsi, Batman Beyond ne met pas en avant des criminels aussi marquants que ceux auxquels la série de 1992 nous avait habitués. Les nouveaux antagonistes se démarquent peu de leurs ancêtres, et la raison à cela est simple. Durant l'époque de Bruce Wayne, les principaux antagonistes se démarquaient de par leur apparence et leurs actes, qui étaient bien au-delà de ce que pouvaient produire de simples gangsters et mafieux locaux. C'est précisément ce point qui leur fait connaître le statut de super-vilain. 40 ans après, nous découvrons une ville de Gotham où pouvoirs étranges et modifications corporelles sont devenus la norme, ce qui fait que n'importe quel individu peut avoir accès à un élément faisant de lui à terme un super vilain. Je m'avancerais même à dire que Batman Beyond se déroule dans un univers cyberpunk, d'autant plus que plusieurs éléments avancent cette hypothèse. Célèbre jeu de rôle créé en 1988, qui plus tard sera adapté dans un jeu vidéo tristement célèbre, ce jeu de rôle ayant la science-fiction pour thématique prend place dans un futur dystopique, ayant pour décor des mégalopoles où l'argent est synonyme de pouvoir. Ici, ce sont les corporations qui font office de gouvernement. La corruption, les nightclubs et les gangs y sont donc également légion. De plus, les coutumes de la population de cet univers sont le hacking, la réalité virtuelle, les implants cybernétiques et autres modifications corporelles augmentant les conditions physiques. Certains véhicules sont terrestres et d'autres volants, ce qui est notamment le cas des forces de l'ordre. Tous ces critères propres à l'univers cyberpunk se retrouvent présents dans Batman Beyond. C'est notamment le cas, par exemple, de la réalité virtuelle, des modifications corporelles et des implants cybernétiques, dont certains épisodes sont centrés autour de ces thématiques. Ainsi, Batman Beyond perd totalement les côtés film noir et cartoonesques qui étaient propres aux séries des années 1992 et 1997. Contrairement à ses prédécesseurs, l'action est bien plus présente, et ne comporte que très peu de phases de recherche et d'enquête. Bruce Wayne n'étant plus Batman, se chargera d'analyser les infos reçues directement par le costume de Batman et de lui transmettre pendant que ce dernier est sur le terrain. Aussi, la plupart des intrigues ne se déroulaient quasiment que de nuit, ce qui en rajoutait davantage à l'ambiance sombre des années 1992 et 1997. Comme si à l'époque où se déroulaient les séries, la plupart des criminels ne se montraient que de nuit, quand la plupart des habitants ne sont plus dans les rues. Pour Batman Beyond, la plupart des intrigues se déroulent autant de jour que de nuit, montrant une fois de plus que la criminalité n'a plus de limite. Gotham est devenue une cité qui ne dort jamais. Les divers gangs et super vilains ne prennent plus la peine d'agir à l'abri des regards. De même en ce qui concerne les effets d'éclairage et d'ombre. Batman The Animated Series et Batman et Robin The New Adventures avaient des tons de couleurs très ternes et sombres.
ainsi que des effets d'ombre et de lumière assez prononcés. Batman Beyond, encore une fois, prend ce choix artistique à contre-pied, en étant plus généreux en luminosité mais également en couleur. Et malgré tout, l'ambiance ne reste pas moins sombre, de par les thématiques qu'elle propose, tout autant matures que celles abordées dans les séries précédentes. On y parle cette fois de villes gouvernées par les riches, de policiers corrompus et violents, et de la dépression croissante de la population. Des thématiques qui se veulent bien plus politiques et dystopiques, mais cependant pouvant être terriblement réalistes. Lors du prologue de la série où l'on voit Bruce Wayne raccrocher le costume, on peut d'ailleurs noter une différence de taille avec le reste de l'intrigue. Toute cette préface reprend la direction artistique et l'ambiance des précédentes séries, la scène de nuit, le ciel rouge, peu d'éclairage, des personnages à la silhouette carrée, une ambiance de film noir et une musique symphonique. C'est une fois le générique passé et le bond de 20 ans dans le temps que l'ambiance et la direction artistique se colleront à la série jusqu'à son épisode final. Comme si l'ambiance de la préface, et donc celle des séries de 1992 et 1997, était raccordée à Bruce Wayne en tant que Batman, une fois le costume raccroché, celle-ci n'a plus lieu d'être, laissant ainsi place à une musique et une direction artistique plus moderne, montrant ainsi Terry McGinnis comme le véritable successeur. L'accueil téléspectateur de la série divisera davantage comparé aux séries passées. Le fait que la Warner souhaite restreindre sa cible d'audimat à un public plus adolescent, avec l'idée de faire d'un lycéen le nouveau Batman, le tout en narrant une histoire originale se déroulant dans un futur lointain, était un pari très risqué. À l'arrivée, le résultat a en effet divisé les fans de la première heure, certains trouvant que cette nouvelle recette dénaturait par rapport à l'original, et d'autres, au contraire, appréciant le renouveau de Batman. De plus, la série attira également un nouveau public, des personnes ayant potentiellement découvert Batman grâce à Batman Beyond. Malgré cette division du public, Batman Beyond restera en majeure partie bien accueilli et parviendra à se hisser au rang de 40e meilleure série selon IGN. Personnellement, je vais plutôt dans le sens des personnes appréciant l'œuvre. Une série animée certes différente en énormément de points de ses prédécesseurs, mais méritant amplement d'être analysée et appréciée, apportant également sa pierre à l'édifice dans l'univers déjà solidement établi du DCAU. En l'an 2000, un an après la diffusion du premier épisode de Batman Beyond, la Warner décidera de produire un long métrage d'animation pour la série, intitulé Return of the Joker, scénarisé par Paul Dini et réalisé par Kurt Gedda. Ce long métrage d'environ 1h15 raconte le retour du clown prince du crime, presque 40 ans après sa mort présumée. Un film qui connaîtra d'ailleurs quelques censures en France, seul pays ayant alors connu une version censurée différente de l'original, en raison de certains passages montrant des scènes de meurtre et de torture. En 2015, 14 ans après la fin de la série animée Batman Beyond, un comics adapté de celle-ci vit le jour, toujours en parution aujourd'hui, proposant un mélange d'histoires basées de la série, mais aussi d'histoires originales, avec notamment le premier tome intitulé Le Retour de Silence, un antagoniste bien connu des comics n'étant jamais apparu dans les séries animées du DCAU, car créé en 2002. Pour terminer, la série animée Batman Beyond donnera naissance à de nombreux personnages, dont certains auront droit à leur propre série au sein du DCAU. Ce sera notamment le cas de Zeta, dont la série Le Projet Zeta, tout droit tiré de Batman Beyond, verra le jour en 2001, et se conclura en 2002. L'androïde protagoniste ayant d'ailleurs une apparence légèrement différente de celle qu'il avait dans Batman Beyond. Nous pourrons également, au sein d'un épisode, apercevoir une version remaniée de la Ligue des Justiciers, ayant uniquement Superman comme membre d'origine à son actif. Terry McGinnis fera également une apparition en tant que Batman dans Static Shock, série animée du DCAU, diffusée de septembre 2000 à mai 2004, dans un esprit ciblant également un public adolescent. Enfin, en novembre 2001, sera diffusé le premier épisode de la série animée La Ligue des Justiciers. Une série pour les rassembler toutes, de loin la plus longue du DCAU, nous y retrouverons ainsi tous les héros des temps anciens et des temps modernes, y compris ceux ayant déjà une série à leur nom. Le crossover ultime du DCAU, qui lui apportera également une conclusion parfaite en 2006, mettant un terme aux aventures de tous les héros que nous avons suivis dans cet univers animé depuis 1992, ainsi qu'à l'histoire de Bruce et Terry, qui trouvera son point final et ses résolutions au sein de cette série. Mais ceci n'est que le prologue d'une longue histoire.